À la une de l'actualité internationale, le coup d'État intervenu hier au petit matin au Gabon. À la manœuvre, le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI avec à sa tête le général Brice Oligui Nguema. Comment en est-on arrivé là? Quelle est la situation au pays des Bongo et quelle suite entrevoir à tout ceci? Olivier Michel de Compos et Hamzat Abdoulaye nous aident ce matin à répondre à toutes ces questions et à bien d'autres. Bonjour, bienvenue, messieurs. Bonjour. Bonjour. Un plaisir à nouveau de vous avoir en plateau alors qu'au Gabon, justement, la journée d'hier a été une journée de toutes les incertitudes, Olivier Michel de Compos. Oui, tout à fait. C'est une journée assez particulière dans l'histoire politique du Gabon. Qui a pris, je pense, presque tout le monde de court. Je pense que très peu de personnes, sinon personne, ne s'attendait vraiment à ce dénouement-là des élections générales qui ont eu lieu au Gabon. Donc, ça a été une surprise. C'est ici le lieu de le dire, une surprise pour la plupart des observateurs, voilà, de voir ce qui a pu se produire dans la nuit donc, du mardi au mercredi. Alors, mais déjà, dans l'absolu, je pense qu'il faut déjà commencer par faire certaines clarifications. Et ce qu'il faudrait déjà dire, c'est que, vous savez, l'appréciation des coups d'État reste quelque chose d'assez complexe et controversé, tout au moins sur le plan politique, éthique ou légal. Vous savez, donc, il faut le dire déjà tout de suite pour éviter donc tout équivoque. Même si les raisons évoquées par les auteurs de ces coups de force peuvent sembler légitimes ou pertinents d'un point de vue en tenant compte donc, des contextes particuliers. Il faut quand même dire que le recours aux armes, en tout cas le recours à la force, le recours au coup d'État, ne saurait être justifié, qu'il soit donc un coup d'État civil, je veux dire par là institutionnel ou même constitutionnel, ou bien qu'il soit un coup d'État militaire, comme ce à quoi on a assisté donc, hier. Donc ce n'est pas une option envisageable donc pour prendre le pouvoir dans un régime démocratique, lorsqu'on s'en tient donc au principe démocratique et de respect donc de l'état de droit, parce qu'il s'agit d'une rupture du pacte républicain. C'est une situation donc de fracture et donc d'anomalie dans un système politique. Maintenant, cependant, c'est quand on a dit ça, le préalable important à poser. Bien sûr. Maintenant, cependant, quand on a dit ça, oui, il ne suffit pas maintenant de le dire et puis de dire ensuite c'est bon, séculé, il n'y a plus rien à voir. Non, c'est peut-être là maintenant que nous intervenons en tant qu'analystes, voilà, pour essayer maintenant de comprendre, d'expliquer ce qui est en train de se passer. Maintenant, dire, expliquer ne veut pas dire, et là encore c'est une clarification importante, ne veut pas dire justifier, ne veut pas dire accepter, ne veut pas dire encourager, ne veut pas dire légitimer ce qui est en train de se passer. C'est très important de le souligner. Donc, il s'agit donc d'expliquer, d'essayer de comprendre, de faire un peu comme un diagnostic qui servira certainement à prévenir ce genre d'événements à l'avenir. Parce que comme on le dit souvent, les mêmes causes, dans les mêmes conditions produisent toujours les mêmes effets. Et il y a cette phrase-là que j'aime beaucoup, c'est qu'on dit souvent que Dieu se rit des prières qu'on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s'oppose pas à ce qui se fait pour donc les attirer. Et donc c'est pour dire que vous ne pouvez pas vous offusquer, vous ne pouvez pas condamner les conséquences d'une situation dont vous chérissez, dont vous entretenez les causes. Donc c'est un peu de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, quelles sont les causes de ce à quoi nous assistons aujourd'hui? Je commencerai déjà, on va y revenir, mais quand même, d'accord, bon, on va y revenir, mais je ne voudrais quand même pas manquer l'occasion de pouvoir le dire parce que c'est quelque chose qu'on avait commencé par dire la dernière fois. Il s'agit de la démocratie en elle-même, la démocratie électorale. Et c'est de cela qu'il s'agit, puisqu'on est dans un processus électoral qui est en train de basculer au lendemain d'une élection, au lendemain de la proclamation des résultats d'une élection. Donc, je pense que c'est assez important de le souligner, qu'on puisse revenir vraiment sur cet aspect-là de la chose. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une surprise, et je vais terminer là-dessus. On s'attendait bien évidemment
à ce qui est des contestations, à ce qui est... Crise, oui, une crise post-électorale, comme on en a déjà eu en 2016, justement. Voilà. Et on s'attendait d'ailleurs que ce soit l'armée, comme d'habitude, le dernier rempart du pouvoir qui vienne réprimer à nouveau la population. Mais là, c'est vraiment un coup de théâtre, voilà, une vraie surprise pour presque tout le monde. Et donc voilà, c'est comme ça déjà qu'on peut analyser à chaud cette première... Surprise aussi pour vous, Hamzat Abdoulaye, ce coup de force est intervenu au Gabon? Alors, surprise certainement par rapport au timing, mais pas surprise par rapport à ce qui est factuel. Ce qui est factuel, c'est que le coup d'État a renversé une dynastie, je veux dire, qui s'éternisait depuis 55 ans pratiquement au Gabon. Mais c'est aussi ce qui est propre à l'Afrique centrale. Prenez le Congo, je vais dire, le Congo-Brazzaville à côté. Prenez encore la Guinée ou le Cameroun, la Guinée... la Guinée équatoriale, j'allais dire. Et prenez aussi de l'autre côté le Tchad aussi. Donc, c'est un peu la région de l'Afrique qui est dernier de la classe en matière de démocratie, en matière d'alternance, en matière de... Après, il faut peut-être nuancer, parce qu'à chaque fois, il y a toujours des élections. Oui, il y a toujours des élections. Démocratiquement, enfin, dit démocratiquement. Alors, il faut préciser une chose très importante, c'est que l'Afrique centrale, une bonne partie des États de l'Afrique centrale organisent des élections présidentielles. Voilà. Oui, c'est un fait, c'est un constat. Il y a un certain multipartisme aussi qui existe. Il y a une démocratie latente aussi qui existe. Mais dans les faits, il n'y a pas d'alternance à la tête du pouvoir. C'est surtout ce que je souligne. Je souligne plus, même malgré qu'il y ait des élections, malgré qu'il y ait une démocratie, il n'y a pas une alternance au sommet de l'État. Donc, depuis plusieurs décennies, ces pays que je viens de citer, ce sont littéralement les mêmes personnes ou les mêmes proches qui perpétuent leur domination au sommet de l'État. Alors, le cas gabonais explique quelque chose de très simple. Quand vous étouffez votre population, quand vous ne permettez pas à votre population d'accéder à une certaine autonomie, à une certaine liberté d'expression, quand vous ne permettez pas aux opposants politiques pendant trop longtemps de s'exprimer, quand vous empêchez les opposants de jouir librement de leurs droits civiques, juridiques et moraux, eh bien la conséquence, elle est là. La conséquence est plus dans le rejet et non dans le coup d'État. Parce qu'avant le coup d'État, il y avait déjà le sentiment du rejet de la classe politique gabonaise du PDG au sommet de l'État. Et d'ailleurs en 2016, au pouvoir, exactement, Parti démocratique en 2016, ça c'est du Gabon. Exactement. Donc en 2016, cela s'est tellement matérialisé qu'il y a eu de fortes tensions. Donc, au Gabon, à Libreville particulièrement, et dans plusieurs autres villes. Proclamé Jean Ping. Exactement, qui a été muselé. Qui d'ailleurs, je pense, jusqu'à récemment, continue de se dire président. Oui, mais président du Gabon, en fait. Vous savez, quand il s'agit d'un processus électoral tronqué, parce qu'il faut le dire, ça a toujours été le cas en Afrique centrale. Les processus électoraux ont souvent été tronqués justement au profit d'une seule personne ou d'un seul clan. Donc au Gabon, en 2023, il y a eu élection, n'est-ce pas? Il y a quelques jours. Exactement, il y a eu élection, mais les élections étaient déjà tronquées parce que à la base, c'était pas... Enfin, selon les dires de l'opposition et de la junte au pouvoir désormais. Oui, parce que selon le pouvoir, il n'y a pas eu d'élection tronquée. Remarquez qu'avant les élections, il y a eu une période où l'opposition a longtemps dénoncé la manière dont les institutions en charge de l'organisation des élections n'étaient pas claires par rapport au processus. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas suffisamment été entendu. Et durant le processus électoral et pendant, voire même après, il y a beaucoup de paramètres qui donnaient raison visiblement à l'opposition. Outre cela, je pense que les premiers résultats qui étaient tombés à 3 h du matin dénotaient clairement que Ali Bongo, était... Personne n'a papa. Donc, Ali Bongo était reconduit comme président de la République, ce qui visiblement n'était pas sur le terrain l'opinion de la population. Et l'armée ayant pris
il faut séparer les choses. Il faut être précis par rapport à ça. Le coup d'État au Gabon n'a rien à voir avec le coup d'État au Sahel ou au Mali ou au Burkina. Ici, c'est un autre contexte. C'est absolument un autre contexte. Mais il faut rappeler, et je suis d'accord avec mon confrère, que les coups d'État ont souvent les mêmes origines, ont souvent les mêmes causes, et c'est surtout à ça qu'il faut s'attaquer. La mauvaise gouvernance, on y est. Voilà. On parlait d'une dynastie, d'une famille au pouvoir depuis 55 ans, ce qui règne sans partage. C'est-à-dire, vous avez le cousin, le neveu, le frère, le beau-frère, la belle-mère, la belle-sœur, la femme, qui dirigent. Contrôlent tout. Ils contrôlent absolument tout. Donc, il n'y a pas d'institution. Il y a peut-être un semblant d'institution, mais il n'y a pas d'institution libre et démocratique selon les termes même du droit. Donc ça, c'est un problème. Deuxième chose, et ça c'est très important par rapport au Gabon, c'est que Ali Bongo n'a pas su voir loin. C'est-à-dire, après ces 2 septennats, il aura pu penser à une transition politique et laisser peut-être l'opposition s'exprimer beaucoup plus librement et organiser surtout une élection libre et transparente. C'est ça la chose. Donc il a manqué le coche à ce niveau et ça aussi, ça a été l'une des raisons qui ont poussé l'armée à se désunir du gouvernement. Parce qu'il faut rappeler que l'armée au Gabon est une armée familiale en réalité. C'est la même chose, c'est le même corps. La garde républicaine qui serait donc à la manœuvre réellement est constituée en grande majorité de proches. Exactement. Du pouvoir. Donc l'armée et le pouvoir au Gabon, c'est 2 choses qui s'entendent et qui vont ensemble. Donc si aujourd'hui il y a une scission, c'est parce que justement Ali Bongo n'a pas su voir plus loin que le bout de son nez. Et ça, c'est un véritable problème. C'est dû peut-être à son état de santé, on pourrait en reparler. Et enfin, je finirai par rapport à la question de l'insécurité alimentaire, qui est l'une des causes aussi, on n'en parle pas suffisamment en Afrique, qui conduit aussi à l'insécurité économique. C'est un contraste, c'est un paradoxe aussi qu'il faut souligner. Le Gabon fait partie de ces États les plus riches en matière de ressources minières, en matière de ressources pétrolières, en matière d'uranium. Même à un moment, le Gabon a eu à exploiter de l'uranium sur son territoire. Aujourd'hui, il n'y en a plus, au dire des dirigeants. Mais il faut rappeler ce paradoxe. Pays riche, population pauvre. Gouvernants riches, gouvernants avec des ventres assez reluisants, des biens contrastants, un peu partout. Des biens un peu partout. Et il y a des procès en Europe, justement, par rapport à ces biens mal acquis du chef de l'État du Gabon, qui contrastent aussi avec un État, je vais dire, de précarité de la population. Et c'est le problème. Pas que du Gabon, mais c'est le problème de l'Afrique, pas que francophone, mais de toute l'Afrique et de ses dirigeants malheureusement qui confondent gestion de biens et de ressources publiques avec gestion privée. Voilà un peu le contexte, le tableau à nous peint par Hamzat Abdoulaye, Olivier Michel de Campos, toujours sur la question du contexte dans lequel intervient ce coup d'État. Nous sommes donc au lendemain des élections générales. Nous sommes au petit matin de la proclamation des résultats au détour de 3 heures du matin. Et quelques minutes après, les militaires prennent d'assaut la présidence notamment et interviennent au niveau de la chaîne Gabon 24, je pense, située au sein du palais pour faire leur déclaration. Oui, déjà, moi j'étais quand même assez un peu surpris. En tout cas, je me suis questionné sur l'heure choisie pour proclamer déjà les résultats. Tout ceci... Dans un contexte peut-être où, il faut le préciser, ces élections se sont donc tenues alors que la connexion a été coupée. Oui, connexion Internet coupée. Les chaînes internationales également coupées. Pas d'observateurs internationaux non plus dans le cadre de ces élections. Tout à fait. Justement, et j'allais en venir. Vous savez, on est dans un cas où le coup d'État militaire, en tout cas le coup de force militaire, semble être un peu comme la réponse à un coup d'État civil, donc institutionnel, qui était en train ou qui s'est perpétré, puisqu'on a donné les résultats déjà de l'élection. Donc, vous avez donc ce paradoxe assez quand même intéressant, où vous avez quand même un coup d'État, en tout cas un coup de force. Lorsque vous analysez un peu tout ce qui s'est passé avant, dans la période post-électorale, pré-électorale, avant les élections, mais vous avez dit tout à l'heure, les observateurs qui, voilà,
internationaux, sous-régionaux et même nationaux, dans une certaine mesure, qui n'ont pas été autorisés à observer le scrutin. Vous avez la suspension de plusieurs médias internationaux, vous avez Internet qui a été coupé. Selon les dit du pouvoir, c'est pour éviter justement les intoxications, les infox, voilà, donc préserver la sécurité oui, justement. nationale. Maintenant, on se rend compte que là où on pensait le danger venir, n'est pas forcément là où le danger, de là où le danger vient. Et donc, c'est pour dire, lorsque vous mettez tout ceci en perspective, vous vous rendez compte qu'il y a eu une sorte de, je vais dire, de fébrilité du pouvoir et d'une volonté, je pense, assez exagérée de contrôle de cette élection-là, qui au finish n'a fait que susciter davantage, en tout cas renforcer les soupçons de fraude que l'opposition, et ce dont on est en train de parler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on nous parle d'élections tronquées, mais même si elles n'étaient pas tronquées, je mets ça en griffe, mais les faits, tout ce qui s'est passé avant, jette du discrédit, un doute, parce qu'on a voulu faire une élection un peu à huis clos. Voilà. Donc, et d'ailleurs, toute la communauté internationale aujourd'hui, je ne vous coupe pas, est unanime sur le fait que oui, ces élections font matière, ou sont matière à doute. Sont matière à question. Voilà, parce que oui, il y a la Chine, il y a les États-Unis, alors la France, la Russie même, voilà, qui, condamnent peut-être ce qui se passe, exige à ce que le président Omar Bongo, Ali Bongo, donc que sa sécurité soit garantie et celle de ses proches, mais condamne, et mettent des doutes sur ces élections et ces résultats notamment qui ont été donnés. Tout comme ça avait été fait d'ailleurs en 2016 et c'est le lieu peut-être de rappeler un peu ce que moi je qualifie, mais bon, c'est la politique aussi, tout ça c'est les jeux d'intérêt, c'est les jeux de positionnement, un peu comme l'hypocrisie de la communauté internationale qui, même si elle avait constaté les irrégularités, si l'armée n'était pas intervenue, mais on vous aurait dit, ça aurait fini par reconnaître. Mais bien sûr que ça, bien sûr qu'on aurait reconnu, on aurait félicité. Et puis on passe à autre chose. Donc c'est un peu cette lecture, je vais dire, de deux poids, deux mesures, ou cette lecture à géométrie variable de ce qui se passe, qui fait qu'on arrive parfois à des situations dans des pays où on observe ce genre de cas de figure. Parce que je pense que lorsque des dirigeants commence à poser ce genre de pas, je pense qu'il serait quand même intéressant de tout au moins condamner. Mais quand vous observez un peu... ouvertement et directement, et franchement, prendre position. Parce que lorsque vous observez un peu tout ce qui s'est passé, on a déjà cité la fermeture des chaînes, l'interdiction des observateurs, les coupures d'Internet, mais on a eu pratiquement rien. Aucune réaction. Aucune réaction, nulle part pour dire, écoutez, ça c'est un mauvais présage et ça risque ne serait-ce que d'entacher ou de jeter un voile négatif sur le résultat qui sortirait des élections. Donc vous avez un peu cette interprétation-là qui fait qu'aujourd'hui, on est peut-être fondé de se dire que quelque chose s'est passé et qu'on peut douter des résultats qui sont sortis de ces élections. Maintenant, vous, et je voudrais quand même, pour ne pas l'oublier, vous passez tout à l'heure une image. Oui, alors il y a la régie qui nous propose les images du chef d'État qui a circulé. Oui. Mais écoutez, c'est quand même assez important pour qu'on en parle. A fait du bruit. Pour qu'on en parle. Non, vous savez, c'est quelque chose que j'avais déjà soulevé lors du coup d'État au Niger avec le président Bazoum, qui demandait de l'aide à la communauté internationale. Mais là, vous avez, c'est important de le dire quand même, vous avez un chef d'État d'un pays francophone, jusqu'à preuve du contraire, qui s'exprime en anglais, demandant de l'aide à ses amis pour venir le restaurer dans son pouvoir. Et là, vous êtes en train de parler, on est en train de parler d'un chef d'État qui vient d'être élu il n'y a même pas 24 heures. 24 heures. Alors, deuxième élément, il demande à ce qu'on fasse du bruit. Mais n'entend-il pas tout le bruit qui se fait dans son pays, et venant de son peuple? Donc, c'est pour dire un peu, il y a déjà même, je pense que le président Ali Bongo aurait mieux fait de ne pas faire cette déclaration-là, parce qu'elle vient afficher aux yeux du monde qu'il y a une crise de légitimité. Parce que lorsque vous venez d'être élu fraîchement, tout au moins, on aurait pu quand même espérer que vos partisans ou ceux-là qui ont voté pour vous et qui voudraient vous voir président, vous avez gagné à 64%, viennent quand même défendre votre pouvoir. Et donc, c'est pour dire que il y a vraiment un problème
un problème de gouvernance, un problème de légitimité de ces dirigeants. Un aspect qu'il ne faut pas oublier d'évoquer, et Hamzat Abdoulaye le disait tout à l'heure, c'est peut-être l'état de santé aussi du président donc, Ali Bongo, qui vient en rajouter une couche, parce qu'on sait qu'il a fait un AVC, si je ne m'abuse, en 2018, qui s'en est relevé plus ou moins affaibli. D'ailleurs, la communauté internationale et même le peuple gabonais s'est étonné de le voir se présenter à nouveau aux élections donc, générales. Oui, vous savez, l'excuse, ou en tout cas l'excuse de l'état de santé, moi, ne me paraît pas vraiment pertinente de la part des militaires qui ont pris le pouvoir, puisqu'ils ont soulevé. Ils ont soulevé d'ailleurs et ont dit qu'ils l'envoyaient à la retraite. Oui, mais bon, ils étaient au courant qu'il n'était pas peut-être bien portant depuis des années. Pourquoi est-ce que c'est maintenant, après l'élection, qu'on veut nous faire valoir cet argument de l'état de santé? Je pense que ce n'est pas suffisamment pertinent à mon humble avis. Parce que si c'était vraiment le cas, il y a quand même bien longtemps, depuis peut-être 1 ou 2 ans, on aurait pu quand même prendre des mesures par rapport à cela. Et d'ailleurs, il y a eu une tentative de coup d'État en 2019. À cause de cela, de l'état de santé en 2019, qui a été repêché en griffe et a permis de conserver le pouvoir. Oui. Donc, c'est pour dire que vraiment, il y a matière à réflexion. Il y a matière à réflexion en termes de démocratie, en termes de gouvernance, en termes de la manière dont les dirigeants les Africains répondent vraiment, en tout cas, répondent aux besoins, aux aspirations les plus profondes de leur peuple, que ce soit en termes économiques, politiques et sociaux. D'accord. Une fois de plus ici, donc, ce qui est remis en cause, c'est la gouvernance, puisqu'ici, on n'est pas dans un contexte de crise sécuritaire, notamment donc, face au djihadisme ou au terrorisme. Hamzat Abdoulaye, ici, on remarque aussi que sur les images nous proposées par la régie que le peuple vraisemblablement soutient donc le CTRI, le comité de transition pour la restauration des institutions au Gabon, avec à sa tête un certain général Brice Oligui Nguema. Qui est-il, ce général? Oui, Brice Oligui Nguema, comme on le disait plus tôt, c'est un proche du pouvoir. Un proche du pouvoir, justement parce qu'il était très proche du père Bongo jusqu'en 2009. Et ensuite, il s'est fait remarquer parfois par son silence. Mais aujourd'hui, il a occupé une place très importante au sein déjà de la garde rapprochée républicaine du président, mais aussi au sein de l'armée de façon globale, parce que observer autour de lui, il y a une certaine harmonie de tous les corps de l'armée. Exactement, que ce soit au niveau des gendarmes, au niveau des policiers, au niveau des pompiers, au niveau des corps d'élite. Absolument, il y a une union autour de lui. Donc ça veut dire que c'était peut-être quelque chose qui se préparait depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Parce que justement, l'état de santé, parce que justement l'état de santé aussi du pays qui n'avait rien de reluisant. Parce que je parlais d'un paradoxe. Le Gabon, sur le papier, se porte très bien. Un pays très riche. On parle d'un revenu moyen par habitant de plus de 8 000 $ quand même. C'est fou. Exactement. Et aussi, quand vous voyez le PIB par habitant du Gabonais, comparé aux autres États africains, c'est assez élevé. On parle de plus de 8 000 $ par habitant. C'est assez élevé. Mais ça contraste avec une réalité du terrain qui n'a rien à voir avec ce qui est sur le papier. Donc, je ne légitime pas un coup d'État, ça ne se fera jamais. Oui, bien sûr. Mais il faut noter que c'est les mêmes causes, c'est les mêmes causes qui produiront les mêmes effets. Il n'y a peut-être pas le défi sécuritaire au Gabon, mais il y a un défi social. Il y a un défi économique, il y a un défi de bonne gouvernance. On a parlé du népotisme, mais il y a aussi la gabegie, il y a aussi la corruption à tous les niveaux de l'État gabonais. Et ça, c'est des choses qui doivent une nouvelle fois rappeler aux dirigeants des États africains. La priorité n'est pas de mettre les meilleurs ou les plus beaux costumes. Non, la priorité, c'est de s'occuper des enjeux sociaux, des enjeux économiques et aussi des enjeux politiques du pays pour penser à l'alternance
au sommet de l'État. Brice Oligui Nguema, donc un nouvel homme fort hein, au Gabon, Olivier Michel de Campos. Ici, on se rend compte que ça va très vite. Sitôt le communiqué donc, à la télé, Gabon 24, quelques heures après, on a donc un chef pour la junte, Brice Oligui Nguema. Et on remarque ici aussi que oui, comme on a pu le dire, la connexion a été coupée dans le cadre des élections, pas d'observateurs internationaux, des chaînes internationales comme France 24, TV5 Monde ou encore RFI ont été coupées. Mais justement, dès la prise de pouvoir par la junte, tout cela a été rétabli. Oui, oui. Quelle lecture faire de tout ceci, la rapidité et ces mesures qui contrastent avec le cas précédent, hein, donc nigérien notamment. Oui, déjà ce qu'il faut dire, c'est que comme l'a dit mon confrère, le coup d'État, en tout cas le coup de force ou la tentative, le coup de force, voilà, comme on veut l'appeler, qui est en train de se produire oui. actuellement au Gabon, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le Sahel, Mali, en Guinée et tout ça. C'est important de le soulever, de le rappeler, parce que les contextes ne sont pas les mêmes du tout. Et donc, on a comme l'impression que les nouvelles autorités du pays veulent se mettre en phase avec la population. Donc, rétablir la connexion et puis voilà tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est un peu comme se mettre en accord avec les désidérata du peuple. Du peuple, tout simplement, et commencer par susciter davantage l'adhésion de ce peuple-là, parce qu'ils sont censés incarner une certaine rupture, même si on sait qu'aujourd'hui, il s'agit plus d'une révolution de palais, comme on le dit souvent, que d'une révolution populaire en bonne et due forme. D'ailleurs, quand on voit la proximité, justement, du nouvel homme fort avec le pouvoir c'est plus Bongo, qu'une proximité. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas matière à avoir des doutes, finalement, sur la suite tout et à sur fait. Un éventuel changement de paradigme dans la gestion au Gabon? Voilà pourquoi il faut être assez prudent sur l'analyse qu'on peut faire, en tout cas on va finir sur ça. L'anticipation, ne pas trop anticiper sur ce que pourrait être cette transition. Il faut rester assez prudent parce que c'est les mêmes hommes, justement, du même système qui sont toujours là. Et donc, on ne sait pas... Même si le fils du président a été arrêté... Mais le général en question, comme l'a dit mon confrère, est un homme du système qui a été placé là justement pour protéger le président Ali Bongo. Et c'est sa mission, c'était sa mission. Il avait été missionné pour cela en tant que commandant de la garde républicaine. Donc c'est pour dire, et il a dit également, il est là depuis l'ère du père Bongo. Donc c'est pour dire, c'est un homme du système. Et donc il faudrait quand même observer les pas qui seront posés dans les prochains jours pour commencer par entrevoir les dynamiques qu'on pourrait donc observer à ce niveau. Peut-être qu'on n'en a pas l'occasion d'en parler. Je l'ai dit encore, la démocratie, on a encore éludé le sujet. Oui, mais malheureusement. Mais c'est quand même assez important. Oui. Je parlais de la démocratie électorale, cette démocratie-là qu'on a à marche forcée imposée aux États africains et qui n'a pas forcément permis de créer le développement qui était voulu. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller aux élections, il s'agit plutôt de créer les conditions d'un développement. Et c'est cela qui permet vraiment à la population d'être en accord, d'être en harmonie avec ses dirigeants. Alors aujourd'hui, donc, on nous parle d'une transition, je finirai là-dessus, on nous parle d'une transition, mais une transition, ça va se passer comment? Il y a beaucoup d'incertitudes et c'est vrai que l'élection s'est déroulée dans des conditions, dans des circonstances assez particulières et qu'on pourrait comprendre. Peut-être que le jeu va devoir être repris à zéro, les élections reprises, avec cette fois-ci la possibilité donnée à tout le monde de se présenter et de voir clairement quel pourrait être le choix des Gabonais pour les diriger. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye. Je vous repasse la parole parce que 30 secondes. Oui, il faut aussi noter le silence de la CEMAC par rapport à cette crise. La CEMAC qui est l'équivalent de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. La CEMAC qui s'est muée en silence et qui rappelle une nouvelle fois l'état de la démocratie et en même temps de la liberté d'expression au sein de l'Afrique centrale qui est inquiétante. Donc il faut dire quelque chose, et je finis là-dessus, il faut dire que les institutions sous-régionales qui sont censées être multilatérales, qui sont censées être des premiers défenseurs du système, de l'État importé, comme l'a dit mon confrère, eh bien, parfois échouent
dans leur rôle, à jouer les garde-fous. Et ça, c'est quand même dramatique. Un échec peut-être de la CEMAC qui peut donner des leçons au Gabon. Aucun, justement, c'est là le problème. Est-ce là, de la classe, assistons là justement à un échec à l'échec de tout un système, pour parler du système démocratique sur le continent. L'autre a parlé de la contagion justement des coups d'État. On continuera les réflexions et peut-être qu'on fera un plateau spécial justement sur la question de la démocratie électorale finalement sur le continent. Est-ce vraiment de cela qu'ont besoin les peuples africains? C'était Matin d'Éden de ce jour. Merci pour l'attention. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaise au ciel.